Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien de la RTVC. Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, TikTok, ce sont des noms qui vous sont certainement familiers parce que ce sont des noms qui sont attachés à des réseaux sociaux. Oui, ces réseaux sociaux sont utilisés de manière abondante dans notre génération. Ces différents réseaux sociaux cumulent plus de 6 milliards d'utilisateurs avec 2 milliards d'utilisateurs seulement pour Facebook qui est le leader en la matière. On montre par là que ces réseaux sociaux ont vraiment une place très prépondérante dans le quotidien, surtout de la jeunesse. Et quel est l'impact véritable de ces réseaux sociaux? Comment est-ce que le jeune disciple de Jésus-Christ doit aborder les effets néfastes de ces outils d'interconnexion et d'échange? Nous en parlerons aujourd'hui dans la première partie de notre entretien et qui parle des réseaux sociaux, parle d'interaction, parle aussi d'influencing et de coaching. Vous en avez certainement déjà parlé. Ces personnes qui sont des coachs, souvent même célibataires, mais en mariage, ces personnes qui sont des coachs en développement personnel, en ayant beaucoup de carences, souvent judiciaires, ces personnes qui sont connues comme des influenceurs et des coachs sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément un modèle de vie à étendre sur tous ceux qui veulent être des modèles pour la société. Quelles sont les motivations véritables? C'est la deuxième partie de notre entretien du jour avec, vous le connaissez bien, le professeur Gérard-Marie Messina. Nous tenons à rappeler qu'il est sémiopolitiste, analyste et spécialiste des mythes sociaux et il est enseignant, chercheur d'université. Que Dieu vous bénisse abondamment, professeur, et merci d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. C'est un honneur, c'est un privilège, unique de pouvoir partager avec un plus grand nombre ma modeste expérience personnelle sur un certain nombre de questions qui relèvent des mythes sociaux. Aujourd'hui, plus que jamais, il est d'une importance capitale de se pencher sur ces questions qui sont non seulement des domaines préoccupants, mais aussi de nouveaux champs, des spécialités, même dans le monde académique. D'accord, professeur, sans autre forme de transition, les réseaux sociaux, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, on en parle dans les médias et on en parle presque partout, mais de manière succincte pour le citoyen lambda qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un réseau social, quelle réponse pouvez-vous lui donner techniquement et le plus simplement possible? Les réseaux sociaux ou médias sociaux, parce que c'est l'autre appellation, sont des plateformes d'interaction ou de relations entre des personnes qui se connaissent d'une manière ou d'une autre. Il y a des médias sociaux par rapport auxquels la connexion exige peut-être un numéro de téléphone. Il y en a d'autres qui ont une ouverture beaucoup plus large. Et au départ, si l'on s'en tient à l'expérience de Mark Zuckerberg, sans aller beaucoup plus loin, la motivation, c'était de maintenir des relations étroites entre des amis, des camarades de classe. Et cette logique s'est tellement étendue avec le développement Il faudra rappeler que Mark Zuckerberg est le PDG de le père de Facebook, pour le mettre simplement comme ça. Et le projet a été tellement intéressant que beaucoup de personnes ont trouvé nécessaire d'adhérer, et les réseaux sociaux ou médias sociaux aujourd'hui connaissent un boom assez particulier qui fait que les motivations diffèrent d'une communauté à une autre, d'une tribu cybernétique à une autre. Ce qu'on appelle tribu cybernétique
correspond à marketing, tribu cybernétique correspond à une communauté. Et la tribu cybernétique se forme sur la base d'un certain nombre d'intérêts communs. Nous pouvons avoir en commun l'amour de Jésus-Christ et nous créons une tribu cybernétique, donc une communauté au sein de laquelle la motivation centrale, ce sont les partages que nous avons autour de l'idée, de l'image, de la vision, de la force, de la motivation, de la place du Seigneur Jésus-Christ au sein de la communauté que nous formons. Et naturellement, celui qui n'a pas les mêmes convictions spirituelles que ceux appartenant à notre communauté, disons-le ici, ne trouvera aucun intérêt à adhérer. Et donc, il peut avoir des amoureux de la gastronomie, peut-être une gastronomie particulière. Il va se former une tribu cybernétique. Bref, les motivations sont nombreuses et très diversifiées en fonction des objectifs à atteindre. Ça peut être des questions qui relèvent de formations simples. Toujours est-il que la particularité de tout média social ou de tout réseau social, c'est la mise en commun d'un certain nombre d'éléments de formation, d'un certain nombre d'éléments d'information qui forment et qui réforment et qui peuvent aussi déformer ce qui, au départ, ne faisait pas de la partie de la tribu cybernétique, de la communauté, du groupe inscrit dans un réseau social particulier. Donc, fondamentalement, voilà dès le départ ce qui motive. Et les utilisations maintenant diffèrent en fonction des objectifs à atteindre. Il y a une dimension commerciale qui entre dans l'affaire. Il y a une dimension politique, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension économique, il y a une dimension spirituelle, éminemment et fondamentalement. Donc, voilà qui justifie aujourd'hui l'engagement des uns et des autres en fonction des motivations et des intérêts qui divergent, comme je le relevais tout à l'heure. D'accord. Vous avez parlé d'intérêt. Qui parle d'intérêt parle donc de nécessité. On va parler donc de la nécessité des réseaux sociaux, non seulement pour les concepteurs et les vulgarisateurs, mais également les utilisateurs. C'est vrai, vous avez parlé de déformation, on va en parler tout à l'heure, mais il y a quand même des avantages ou un plus que ces réseaux sociaux ont ajouté à la dynamique sociale. Donc, quels sont les avantages de l'utilisation de ces réseaux sociaux? Peut-être qu'avant même de parler directement des avantages, il faut pouvoir, vous l'avez relevé tout à l'heure, dans le propos liminaire, l'introduction à l'émission, la place qu'occupent les réseaux sociaux devrait être la première préoccupation lorsqu'on en vient à s'interroger sur l'impact des réseaux sociaux sur le fonctionnement du monde, maintenant de manière générale. Vous avez donné un certain nombre d'indicateurs, donc 2 milliards pour Facebook seulement, le plus grand média social. Et il faut déjà constater la transformation, j'allais dire systématique, la transformation intégrale du monde dans son fonctionnement. Les médias classiques, aujourd'hui, n'ont plus la place qu'ils avaient avant. Il faut être un classique, effectivement, pour rester accro aux médias classiques. Et donc, cette invasion de la consommation, des circuits de consommation d'informations par les médias sociaux ou réseaux sociaux montre clairement la centralité du rôle des dits médias dans la gestion du quotidien des populations du monde entier. Il y a environ 3 semaines, il y a eu un bug général qui ne concernait pas que le Cameroun, je crois la Côte d'Ivoire aussi, avec Facebook, WhatsApp. C'était même mondial. C'était mondial. Les dégâts étaient énormes, même sur le plan économique.
Donc, au-delà des préoccupations individuelles, personnelles, même sur le plan économique, c'est dire qu'en réalité, aujourd'hui, l'humanité tout entière semble accrochée à ces médias sociaux dont la particularité est l'accélération de la circulation, de la véhiculation, de la communication des informations. Pendant que les médias classiques ont la particularité de mûrir l'information reçue, l'examiner jusqu'au fond, avant de pouvoir engager sa diffusion. C'est ça. Les médias sociaux courent le risque d'une anticipation qui est à la fois avantageuse et dangereuse. Toujours est-il que, dans le fonctionnement justement des réseaux sociaux, on a fini par intégrer, a priori, la possibilité de l'erreur, la possibilité de la rumeur, la possibilité d'une fausse information, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les fake news font partie du fonctionnement normal des institutions et des sociétés. Lorsqu'on diffuse une information dans les réseaux sociaux, elle est déjà diffusée. Donc maintenant, on peut s'interroger si elle est fake ou alors réelle. Toujours est-il qu'elle a été diffusée. Et souvent, il y a une longueur d'avance suffisamment importante par rapport aux médias classiques et qui donne donc beaucoup de crédit à ces médias sociaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut le dire avant de passer à autre chose, les réseaux sociaux, comme le disait le sémioticien italien Umberto Eco, ont eu la particularité de donner la parole à des hordes d'imbéciles, ce sont ces expressions, qui par le passé n'avaient pas la possibilité de s'exprimer par les canaux classiques. Et comme cela tentait de le faire, on les faisait taire automatiquement, en mettant bien évidemment, ça c'est mon supplément en commentaire, en mettant en avant un certain nombre d'arguments. Pour parler dans les médias, il fallait montrer patte blanche. Quel est votre pedigree? Votre CV c'est quoi? Votre cheminement académique, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on vous donne la parole? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai simplement besoin de m'enfermer dans ma chambre si je le veux. Je peux en même temps le faire au carrefour, diffuser la vidéo que je veux, dire ce que je pense, et de moi-même, et de mes semblables, de ma communauté, du pays tout entier, quitte à ce que j'en assume les conséquences en fonction des lois qui régissent ces questions dans les différents États du monde. Donc, c'est dire quelle est la centralité du rôle, quelle est l'importance de la question. C'est tellement fort que les gens l'ont expérimenté. C'est comme si le monde entier était mort, c'est comme si on avait mis la vie entre parenthèses en attendant que le détenteur de la vie du monde, j'allais dire de la vie du bas monde, appuie à nouveau sur le bouton pour annoncer la reprise des activités. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Et la question, justement, de l'utilisation se pose par la suite. C'est ça. Voilà, lorsqu'on a établi la centralité, l'importance, l'impact, la question de l'utilisation va donc se poser. En se demandant simplement quelle est la démarche à suivre aujourd'hui, puisque c'est une réalité qui s'est interposée. Faut-il décider de rester complètement enfermé, comme les moines anachorètes, complètement coupé du monde, pour éviter le flot d'informations, le flot de faits, le flot d'actes que véhiculent les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, au-delà de l'information, véhiculent des actes, pas simplement de langage, mais des actes réels. Nous allons en parler tout à l'heure. D'accord. Donc, professeur, vous nous montrez donc la place centrale des réseaux sociaux dans notre monde actuel et
Nous pouvons rappeler plusieurs faits. Nous nous rappelons de l'élection présidentielle de Donald Trump, qui n'était pas, bien sûr, l'ami des médias, mais les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à son succès. On peut parler même de Obama avec son slogan, Obama avec son slogan Yes We Can, qui a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux et beaucoup de fake news ont été renversées par ces personnes qui n'avaient pas cette possibilité. Et plusieurs élections en Afrique ont pris notre tenue grâce à l'apport des réseaux sociaux. On ne va pas parler, nous ne sommes pas arabes, mais le printemps arabe a pris sa racine dans les réseaux sociaux, la crise des gilets jaunes et tout ça nous montre que les réseaux sociaux ont effectivement une place centrale dans le quotidien et même dans l'évolution sociopolitique de différentes nations. Cependant, nous avons une préoccupation. Dans ce gros moule se trouvent les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui appartiennent à des communautés. Quelle est, je dirais, la balise ou la censure? Est-ce qu'il faut se constituer il faut utiliser les réseaux sociaux comme le font les partis politiques, ou est-ce que la communauté chrétienne a certaines réalités qui rentrent en ligne de compte, qui doivent modérer, étendre, affaiblir, juste pour vous inviter à nous éclairer comment une communauté chrétienne, avant même d'arriver aux individus, peut utiliser ces réseaux sociaux-là pour bénéficier de la même envergure que ces personnes que nous avons citées là en bénéficient. Vous savez, je vais une anecdote raconter rapidement. Une anecdote, l'un de mes maîtres à l'université, il m'a un jour dit qu'il avait l'intention d'être un universitaire classique. Qu'est-ce qu'un universitaire classique? C'est celui qui refuse toute offre de poste de responsabilité administrative, qui est à l'université entre les articles scientifiques produits, les livres et les cours dispensés. Alors, il avait lui-même aussi son maître, parce qu'il était étudiant, il était doctorant, donc, à l'époque, et on le consulte pour un poste qu'on lui propose dans le circuit de l'administration camerounaise. Son maître était français, il en a discuté avec lui, alors, et il a donné son point de vue à son maître, qui ne voulait pas de l'offre. Son maître lui a dit, écoutez, si vous ne prenez pas le poste qu'on vous propose, un cancre va le prendre, et c'est le cancre qui va vous diriger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous vous dites, alors, on est une bande de chrétiens, nous avons nos convictions à nous, dans les réseaux sociaux, il y a trop de choses horribles, les sextapes et tout ça là, beaucoup de fous qui parlent, c'est complètement incohérent, donc on n'y est pas. On se retrouverait justement dans la même situation, c'est-à-dire vous refusez une responsabilité de leadership. Un cancre prend le leadership et c'est le cancre qui va vous diriger. Et c'est le problème que nous avons dans la plupart des pays africains. Je suis désolé d'en parler, mais il faudrait bien qu'on en parle. Ceux qui se croient excellents, en général, décident de prendre du recul pour ne pas se mélanger avec des cancres. Mais la meilleure option, c'est de se mélanger avec les cancres pour les influencer. Pourquoi devrait-on penser que lorsqu'on se mélange mélanger dans quel sens? C'est-à-dire travailler avec eux. Travailler avec eux ou travailler dans le même cadre qu'eux? Travailler avec eux. D'accord, ça peut porter dans le même cadre, mais les organisations, c'est un ensemble. C'est un réseau, c'est-à-dire que vous avez un chef qui peut être un cancre. Ok. Voilà, vous travaillez avec lui. Vous travaillez aussi dans le même cadre que lui, mais vous n'avez pas votre couloir à part. Dans les organisations, il y a ce qu'on appelle le processus de prise de décision. Et dans toutes les organisations, comme dans la famille qui est une organisation. C'est-à-dire les enfants ont un projet, ils voient les parents, papa, maman, peut-être avant d'arriver à papa et à maman, on voit les aînés qui ont fait du chemin et on présente aux aînés ce qu'on entend faire. Les aînés tamisent
donne des orientations. Si ce n'est pas bon, ça peut se bloquer à ce niveau-là. D'accord, donc si on doit bien comprendre, bon, ça consiste... Si donc... c'est bon, les aînés peuvent s'alimenter, ils peuvent densifier, ils peuvent améliorer la proposition qui a été faite et être du nombre de ceux qui présentent le dossier aux parents. Et la finalité, c'est quoi? C'est que la décision sera prise par le chef de famille. Aussi simple que ça. D'accord. Si je comprends. Pour mieux comprendre, professeur, sur le chef de famille, on doit prendre le contexte de chef d'entreprise, on doit le compter parmi en griffe les cancres. Le croyant ou l'excellent doit s'insérer dans le circuit de décision de sorte à ce qu'il puisse avoir une certaine influence. Effectivement. Voilà, donc c'est ce que vous appelez mélanger. Exactement le contraire de ce que les autres font. Ok, d'accord. Là, dans les organisations en Afrique, la mode, c'est dans les organisations publiques beaucoup plus, c'est cacher l'information. Plus tu caches l'information, plus tu es convaincu de marquer une distance forte entre tes suivants immédiats et toi. Et donc, ce qui garantirait, hypothétiquement, ton maintien à ce poste-là, parce qu'il faut que on soit convaincu que tu es supérieur à tout le monde et que après toi, il n'y aura personne. Or, la meilleure façon de travailler, c'est de s'assurer qu'on a mis en place des balises qui permettent que même si on n'est pas en place, que la machine tourne. Donc, c'est exactement la même chose. Le chrétien dans une organisation comme le chrétien dans les réseaux sociaux doit venir avec son œuvre. C'est ça. Et justement, s'il faut aller un peu plus vite, la question maintenant c'est quoi? La question à se poser, c'est quoi l'offre du chrétien? Est-ce que c'est réciter uniquement un verset biblique pour l'édification? Ça c'est un couloir. Et si Pascal a choisi d'édifier le monde entier avec un verset biblique chaque matin, Alain peut décider d'édifier la communauté du monde entier avec la propriété. Montrer aux gens qu'on peut débarrasser une poubelle, même qu'on ne travaille pas dans la compagnie nationale qui en a reçu mandat. C'est ça. Et que s'il faut attendre que cette compagnie vienne, souvent il arrive qu'il y ait des crises ou l'impossibilité de répondre rapidement. Comment est-ce qu'on gère les ordures au sein de la communauté? On peut activer une action dans les médias sociaux pour montrer la manifestation de la chrétienté à travers la gestion d'un certain nombre de choses simples qui apportent de l'harmonie, de la paix, de la cohésion dans la société. L'approche d'un chrétien en matière d'accompagnement de la jeunesse du quartier. On peut avoir une expérience particulière, on active les réseaux sociaux, on montre un modèle de fonctionnement. Comment servir en famille, même lorsqu'on est censé être le plus intelligent, même lorsqu'on est censé être le plus fort, c'est lui qui a le plus de moyens matériels possibles, comment servir. Diffuser entraînerait une influence positive, parce que la crise de l'Afrique, c'est aussi la crise du manque d'humilité. Dans la plupart des cas, nous avons un sérieux problème. C'est que les égos, les moi, sont tellement surdimensionnés que nous sommes en conflit permanent, non seulement avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Et le conflit avec nous-mêmes, c'est qu'il faut que nous nourrissions notre ego. Donc tu te lèves le matin, ta préoccupation centrale, c'est de montrer aux autres que tu es le plus fort, le plus intelligent, et que sans toi, le monde ne peut pas fonctionner. Et il faut que tout le monde te respecte, comme tu le souhaiterais. Que tout le monde se couche quand tu passes. Montrer le contraire amènerait les gens, et vendre cela dans les réseaux sociaux amènerait les gens à comprendre, à percevoir le changement réel et l'apport de la communauté des chrétiens du monde entier à l'équilibre de la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de stéréotypes, il y a un certain nombre d'images figées, négatives, ces images-là, qu'on colle aux chrétiens. Leur travail, c'est diviser les familles, voilà, ils entrent et puis ils séparent le mari de la femme. On accuse le mari de telle église a accusé le mari de sorcellerie, on a fait telle chose. Comment envahir
les réseaux sociaux avec des nouvelles offres, des témoignages relatifs à la délivrance de la sorcellerie. Parce que là, maintenant, c'est un problème de stratégie. Notre émission, par exemple, diffusée dans les réseaux sociaux en une pièce, aura moins de gens qui la suivraient. Mais avec des éléments extrêmement intéressants à l'intérieur. Comment travailler à une autre phase maintenant qui consiste à retraiter, à traiter à nouveau le produit pour capter des séquences de 30 secondes, 1 minute, pour les diffuser. C'est la même chose, c'est un boulot tellement important que un département même de 50 ou 100 jeunes au sein de la communauté missionnaire chrétienne de Côte d'Ivoire ne suffirait pas à exploiter les différents témoignages des gens qui ont été délivrés de la sorcellerie, de leur passé, un certain nombre de choses, donc diffuser dans des séquences d'1 minute pour que les gens aient un autre son de cloche dans les réseaux sociaux où sévit ce qu'on appelle, j'appelle, la concurrence des narrations ou la concurrence des systèmes de narration. Donc chacun vient avec sa narration, c'est-à-dire son histoire qui vient raconter, et la tendance que les histoires racontées, en grande partie, sont des histoires négatives, des expériences personnelles négatives qui visent à dérouter les jeunes, alors que si on vient avec des systèmes narratifs concurrentiels, opposés, on découvrira autre chose, et ceux qui sont dans le besoin seront servis et ils saisiront l'opportunité, effectivement, d'entrer directement en contact avec les facilitateurs. On parlera des coachs tout à l'heure, des coachs, des influenceurs, parce que la question aujourd'hui, c'est cela. Qui est influenceur? Qui est coach? D'accord. Qui offre le contenu à suivre? C'est cela qu'il est question. Donc on en reviendra tout à l'heure. Qui est influenceur? Qui est coach? Ben, pour récapituler ce qu'on vient d'entendre, les réseaux sociaux sont très importants dans notre génération, dans le monde actuel. Ils se sont imposés. Et ils se sont imposés. Il faut faire avec, mais il faut affecter leur contenu. Effectivement. Faut pas les subir. Faut pas les subir de manière passive. Il faut entrer dans le circuit pour en influencer les contenus, les réorienter et permettre aux différents utilisateurs, aux multiples utilisateurs d'être servis, de recevoir de bons contenus. Le chrétien ne doit pas subir la vie sur les réseaux sociaux avec les différents paramètres néfastes. Il doit plutôt s'imposer en, pourquoi pas, faisant la promotion des vertus du royaume de Dieu. Il peut contribuer au développement social pendant que d'aucuns sont engagés à détruire la société par des informations qui ne sont pas favorables au bien-être des hommes à tous égards. Il ne faut pas donc avoir forcément une attitude de retrait, mais il faut plutôt donner un contenu en accord avec les intérêts de l'Église, du royaume de Dieu, pour le bien-être des utilisateurs des réseaux sociaux qui pourront être en contact avec nos différents contenus. Professeur, vous avez dit quelque chose de très intéressant, mais on peut toujours se poser la question par rapport à un détail. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux sont beaucoup temporicides, c'est-à-dire prennent beaucoup de temps. Nous avons fait une enquête tout récemment dans les différents groupes WhatsApp de l'Église et ils savaient que près de 60% des frères reconnaissent avoir connu une certaine période d'addiction au téléphone dans le match avec Dieu. Près de 60%, ce qui montre que c'est vrai, il faut utiliser les réseaux sociaux, mais il y a... La question, c'est à quelle fin? À quelle fin, voilà. Et comment est-ce qu'il faut les utiliser? C'est vrai, il faut prêcher l'évangile à travers les réseaux sociaux, mais comment faire pour ne pas que ces réseaux sociaux-là deviennent une idole au point où nous en passons tout notre temps, alors que nous sommes faibles au niveau des routines ordinaires à pratiquer. Comment pouvez-vous vous prononcer sur ce point qui est quand même une gangrène? Bon, en réalité, nous l'avons dit, nous l'avons dit d'une certaine manière, peut-être qu'il faut le prendre. Nous parlions des gens qui subissent
les réseaux sociaux, c'était ça la conclusion tout à l'heure. Le chrétien qui investit tout son temps dans les réseaux sociaux est une victime. C'est-à-dire, même l'école classique, il y a des horaires et des programmes. On est à l'école de telle heure à telle heure et puis on se retire. On fait autre chose. Donc la vie est réglée. Et dans les organisations scolaires ou universitaires qui ont un fonctionnement classique, les missionnaires occidentaux avaient travaillé à la division du temps en cycles de 8 heures. Vous avez 8 heures. Et quand vous regardez bien le fonctionnement de l'école classique, c'était pratiquement ce volume-là. C'est-à-dire, vous commencez le matin jusqu'à dans l'après-midi à une certaine heure. Quand vous calculez, ça fait 8 heures normalement. Et vous avez 8 heures pour dormir, pour les plus grands dormeurs. Et c'est ce que la science prescrit. C'est-à-dire pour renouveler le corps, le soigner, 8 heures de sommeil. Et ça fait 16 heures. Et les 4 autres heures, c'est les activités pratiques diverses. Dans lesquelles on peut inclure les 8 autres heures, j'allais dire. Donc pour que ça fasse 24. C'est-à-dire, vous pouvez faire des devoirs, vous pouvez prier, vous pouvez travailler manuellement, vous pouvez, encore que, même pendant que vous êtes à l'école ou à une autre activité, ça n'empêche pas un certain type de prière. Bref, c'est pour montrer la division du temps, la répartition du temps, qui permet de renouveler. Et si on fait 24 heures sur les réseaux sociaux, ça veut dire que on ne respecte aucune division du temps. Pour être beaucoup plus pratique, je parlais, peut-être il y a une dimension qu'on n'a pas abordée et qui doit être abordée dans le deuxième volet. Le patrimoine archivistique de la CMCI, le patrimoine documentaire existant, peut fabriquer des jeunes milliardaires au sein de la communauté missionnaire. Ça, c'est pour parler de l'aspect financier, économique des réseaux sociaux. Je m'explique de la manière la plus simple, tout en étant occupé dans les réseaux sociaux. L'occupation, cette fois-là, devient un travail. Vous avez besoin de quoi pour créer une chaîne YouTube? De rien, juste la connexion Internet. N'est-ce pas? Vous avez besoin de quoi pour accéder à la documentation de la CMCI? Juste être un frère de la CMCI, avoir une bonne moralité, avoir un bon témoignage. Et... La documentation est disponible. Ça veut dire qu'on peut créer autant de chaînes, les jeunes peuvent créer autant de chaînes YouTube qu'ils veulent, avec l'autorisation de la hiérarchie de l'Église, et animer leur chaîne YouTube avec les contenus dont je parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui veulent se faire délivrer des démons les plus terribles, et ils ne savent pas comment ça se passe. On peut avoir des chaînes YouTube thématiques, consacrées à la spécialisées, consacrées. Et votre travail sera donc de procéder à ces montages, ces micro-montages, dont vous retraitez ce qu'on met à votre disposition, des programmes de 8 heures et ainsi de suite, ça peut être des croisades. Vous le travaillez cela, ça fait des milliers de programmes, des micro-programmes que vous allez diffuser de manière efficace. Et le nombre de vues, vous savez comment ça rapporte dans cette affaire. Effectivement. Le nombre de vues, plus vous êtes suivi, plus vous vous imposez. Vous avez entendu parler de Kabilam, ou Kabilam, si on oui, Kabilam, le jeune sénégalo-italien, si je peux dire ainsi. Voilà. Il perd son emploi pendant la période de confinement. Il n'a rien à faire. Il était un petit livreur. Et puis il s'enferme. Il constate un certain nombre de choses. Et il se spécialise. Il s'étonne de la complication que les gens apportent à la gestion des choses les plus simples. Vous voulez éplucher une banane, vous prenez une sorte de couteau qui est carrément une machette, et puis en épluchant, vous restez avec un contenu beaucoup plus maigre. Et toute la banane part. Kabilam vient, il prend ses doigts, contrairement au grand couteau du chef de cuisine, il fait ce que le chef de cuisine a fait.
avec un résultat plus intéressant, de la manière la plus rapide, avec un contenu beaucoup plus consistant. Et puis, comme il conclut généralement ces vidéos, il s'interroge sur comment est-ce qu'on peut choisir pourquoi c'est compliqué la vie lorsqu'il y a des solutions les plus faciles. Et parfois, ce qu'on nous présente comme des inventions, c'est ça la leçon, c'est des éléments qui compliquent la vie, alors qu'il y a des solutions simples. Aujourd'hui, il est en passe de réaliser ses rêves. Donc, acteur à Hollywood, il est de plus en plus invité sur un certain nombre de plateformes consacrées au cinéma. Il a été au Festival de Cannes, il a été. Lorsque vous arrivez à ce nombre de millions de vues-là, vous êtes touché, c'est de l'argent qui entre dans votre compte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Un peu d'organisation, retravailler, et ça permet justement, au bout du compte, d'amener la communauté à une autre dimension en termes de positionnement dans le monde entier, à travers justement ces différentes initiatives qui permettraient de mettre à la disposition d'un plus grand nombre des contenus les plus efficaces à la disposition de la communauté et donc à la disposition des jeunes. Donc, pour me résumer sur la question, si vous passez votre temps à pianoter sur Facebook, répondre aux messages et puis ou de faire des commentaires sur WhatsApp, vous allez vous rendre compte que ce que les gens écrivent même, si on rassemble tout ça, c'est des tonnes de romans. Mais quel jeune prendra le temps d'écrire des romans sans fermer pour le faire? Mais le temps consacré aux réseaux sociaux et la production même intellectuelle, parce que c'est l'énergie intellectuelle. Vous faites attention souvent aux phrases que vous rédigez dans les messages que vous envoyez en fonction de votre identité. Vous envoyez cela, c'est des tonnes d'éléments que vous produisez, mais qui ne sont pas capitalisés. Et c'est du temps perdu. Simplement. Donc, il est question de réfléchir sur l'utilisation à faire aujourd'hui pour s'approprier l'espace des réseaux sociaux et en y apportant des contenus différents et qui s'opposent aux narrations en vigueur dominantes. Il faut une nouvelle narration, il faut un nouveau système de narration pour changer la tendance et la personne. La plupart des jeunes artistes aujourd'hui qui émergent, ils ont plus de ressources que les anciens artistes classiques. Comment ils procèdent? Un single. Donc avec votre single qui n'est même pas maxi, vous envahissez les réseaux sociaux, vous diffusez, le nombre de vues vous impose dans le monde artistique. Donc, votre carrière, vous la négociez en vous imposant dans les réseaux sociaux. Aussi simple que ça. D'accord, donc les communautés chrétiennes peuvent appliquer le même système tout en veillant à respecter la ligne éditoriale qui doit être biblico-centrique. Il faut le préciser. Voilà, nous passons rapidement à la deuxième partie de notre entretien du jour. Nous rappelons que nous sommes avec le professeur Gérard-Marie Messina. Il est sémiopolitiste et analyste, spécialiste des mythes sociaux et enseignant-chercheur aux universités de Yaoundé 1 et 2. Nous avons parlé de la place des réseaux sociaux et l'impact réel sur la jeunesse en particulier, mais également en général sur tous les êtres humains de notre époque. Mais en deuxième position, ces réseaux sociaux sont beaucoup marqués, je dirais même entachés par certaines personnes qui s'autoproclament influenceurs et coachs. Nous l'avons dit en introduction, vous pouvez imaginer quelqu'un qui est célibataire ou qui a perdu ses batailles maritales à 3 reprises, c'est-à-dire qui est divorcé 3 fois, qui s'érige en coach, en succès au niveau des foyers. Toutes ces choses sont entendues. Le professeur veut faire certaines clarifications pour inviter les utilisateurs des réseaux sociaux à faire la part des choses. Donc, nous allons parler des coachs et de l'influencing et nous mettons l'accent sur le fondement et la motivation. Professeur, qu'est-ce qu'il faut entendre par coaching et influencing sur les réseaux sociaux?
Bon, pour faire simple, on peut illustrer avec des images simples également. Vous avez Jürgen Klopp, qui est le coach de Liverpool. Vous avez le grand Mourinho, vous avez qui encore Guardiola, vous avez Zinedine Zidane, le nom simplement comme ça. Le point commun entre ces différents coachs, c'est ils ont été tous des footballeurs. Peut-être pas exactement au même niveau, mais Mourinho, il a joué au football. Guardiola, il a joué au football. Jürgen Klopp, bien évidemment, Zinedine Zidane. La liste peut être rallongée. J'ai parlé du point commun entre les quatre. Et l'affaire, c'est que ils viennent coacher dans le foot pour avoir été d'abord des anciens footballeurs et ils sont allés à l'école de formation qui leur a donné la possibilité de pouvoir coacher. Donc voilà deux éléments. On a l'expérience pratique dans le domaine et on a la formation dans le domaine également. On est coach. L'influence, c'est quoi? C'est que nous jouons tous au football. Vous avez Ronaldo, vous avez Messi, vous avez prenons Mohamed Salah. Et on peut descendre un peu plus, on prend Matip, de Liverpool toujours, le Camerounais. Vous parlez aussi de Didier Drogba, même si Didier Drogba. Pour que les Ivoiriens... Didier Drogba, on peut prendre peut-être le gardien Gourou. Voilà. Au même niveau. Bon, maintenant, parmi les footballeurs, il y en a qui peuvent jouer, qui peuvent tous jouer dans un championnat, mais beaucoup seront influencés par quelques figures centrales. Donc, je peux être gardien, je sais pas d'un championnat européen, première division, mais je suis influencé par le gardien, par exemple, de Chelsea, Mendy, le Sénégalais. Il m'influence parce que il a le plus grand nombre de clean sheets, il a un certain nombre de techniques de goalkeeping qui m'inspirent. Et je peux suivre justement ces matchs pour l'examiner. Et après, lorsqu'il délivre une interview, lors d'une interview, il va dire, écoutez, moi j'ai deux gardiens, deux coachs de gardiens qui me suivent. Un gaucher et un droitier. Et là, on comprend pourquoi il s'en sort des deux côtés, parce que de manière classique au foot, chaque gardien a un côté fort. Mon côté fort, c'était le côté gauche, parce que j'étais gardien de but. Une belle précision. Voilà. Donc, l'autre, c'est le côté droit, et puis, mais on équilibre tout ça. Et la position, dans les buts, c'est fonction, justement, elle est fonction de mon côté. Donc, je laissais beaucoup plus ouvert le côté gauche pour tenter les gens. Et lorsque vous envoyez le ballon de ce côté-là, donc, le déplacement est beaucoup plus facile. Mendy gère les deux côtés. Il a deux coachs pour les deux côtés. Il peut influencer. Les clean sheets, c'est quand on bat une équipe à 0. Ça peut faire un 3-0, le gardien n'a pas encaissé, et on dit, bon, il a fait un clean sheet. Et c'est un indicateur qui permet d'évaluer les gardiens de but et de montrer leur performance. Donc, je suis footballeur, un autre footballeur m'influence par sa façon de bien faire. Mais le problème, c'est que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez des coachs qui n'ont pas été ce qu'ils veulent dire et qui n'ont pas reçu de formation non plus dans ce qu'ils narrent et enseignent aux autres. Voilà le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez des influenceurs sans traçabilité sociale, sans traçabilité académique, sans traçabilité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et aujourd'hui, je dirais même qu'il y a plus d'influenceuses que d'influenceurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur, je ne vais pas citer leur nom. Merci. Je les connais bien. Qu'au Cameroun, dont c'est comme une sorte de compétition, il a émergé une nouvelle catégorie de personnes, et généralement de jeunes femmes,
dont le point commun est qu'elles présentent un certain nombre d'atouts physiques et on ne maîtrise pas leur itinéraire. Du coup, on atterrit dans leur espace privé, dans leurs hôtels particuliers, qu'elles aiment bien exposer, et en termes de nombre de paires de chaussures. Une sorte de American lifestyle, dont le modèle américain de vie à l'américaine, où on compte le nombre de chaussures, oui, bon, j'en ai comme ça 1000, celle-ci j'ai pas encore portée, elle a coûté tant, et puis on laisse avec des étiquettes qu'on a mis dans une maison, et puis la maison est plus fournie en chaussures qu'une boutique d'influence. On étale le lit, qu'on diffuse, on montre à la télé, on donne tout cela, les voitures, le parking qu'on visite, et puis voilà les nouvelles influenceuses. Sur le plan académique, pour la plupart, elles n'ont jamais été à l'école. Elles n'ont jamais mené d'activité commerciale propre, avant de devenir influenceuses. Donc maintenant, pour essayer de justifier j'allais dire quoi? La dynamique financière qui justifie la qualité de leur vie, elle débouche pour la plupart sur l'ouverture de boutiques, ou des salons de coiffure. Mais en réalité, les histoires qui concernent leur vie se résument au nombre de personnes rencontrées dans le milieu de la politique, dans le milieu des affaires, et ainsi de suite. Et elles en viennent donc à étaler la densité, l'immensité de leur richesse subite aux yeux du monde entier pour que les autres jeunes filles les suivent. Et les influenceuses ont donc des suiveuses. Disons, les influenceurs ont des suiveurs. Lorsque vous influencez, on vous suit. Et pour asseoir leur notoriété, elles ne manquent pas d'exposer les scandales sexuels qui ont jalonné leur parcours, avec les stars de la musique, les stars du foot, les stars de la politique. Et la stratégie, c'est qu'entre-temps, on s'est arrangé à libérer certains des sextapes sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Et ces influenceuses qui sont en réalité des autorités sexuelles, même sans l'affirmer comme telles, sont en réalité donc des gens aujourd'hui qui enseignent notre jeunesse, malheureusement. Donc, lorsque vous demandez à votre enfant d'aller à l'école, elle voit le nombre de chaussures. On a 1000 chaussures de luxe dans une boîte. On a eu 500 chaussures de luxe dans une autre. Lorsqu'on évalue le coût de la chaussure, on est dans un nombre faramineux de centaines de millions. Ça devient un problème. Et donc, le modèle de fonctionnement de la société qu'on a connu jusque-là est remis en cause. Systématiquement remis en cause. L'influence, de manière classique, portait sur la démarche d'un homme qui a fait ses preuves dans la société d'une femme dont la vie se caractérise par une démarche assez irréprochable dans l'ensemble et qui peut être vendue comme modèle. On dit, est-ce que vous ne voyez pas tel? Est-ce que vous ne voyez pas tel? Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui? En réalité, aujourd'hui, on nous demande de faire comme des gens qui, en principe, ont renoncé à toute morale. Et donc, la seule référence, c'est le scandale. Et c'est avec les scandales qu'on s'impose. Et vous verrez donc que les influenceuses ou les influenceurs dans les pays sans force de caractère politique et économique finissent par s'attacher à un certain nombre de connexions. Parce qu'au-delà de la position classique dont je parlais tout à l'heure, il y a même des formes de position beaucoup plus graves encore. Enfin, c'est vrai, je ne suis pas là. C'est pas une option de classification ou de hiérarchisation des péchés. Mais c'est dire que lorsque tel pays veut influencer la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou le Ghana, c'est plutôt quel pays africain pour
lever le verrou sur la question de l'homosexualité. On met à la disposition d'une influenceuse lesbienne tous les moyens qui vont faire que toutes les jeunes filles des établissements scolaires et universitaires d'Abidjan, de Yamoussoukro, je sais pas, et de toutes les autres villes scolaires et universitaires du pays suivent l'influenceuse comme modèle jusqu'au jour où elle va libérer volontairement ses sextapes dans les réseaux sociaux parce qu'elle vous a déjà imposé son image. Et puis quand ça se fait, personne ne bronche. Personne ne bronche. Dans un pays où l'homosexualité est condamnée, et donc les pouvoirs publics ne se mobilisent pas pour exiger que la justice s'active et prenne ses responsabilités. Voilà comment on en vient à lever le verrou. On vous l'impose et puis je suis malheureusement un collègue. Si j'étais sur ce plateau-là, je crois que j'aurais eu une attitude, je n'allais pas dire irrévérencieuse, mais j'allais faire une observation à ce professeur d'université qui est en plus vice-recteur d'une université. Lorsque le scandale a explosé, lesbiennes, on l'interroge, on dit oui, bon, il faut faire avec, bon, la société d'aujourd'hui, c'est comme ça, il faut qu'on s'habitue. Je lui aurais demandé si c'est le langage que doit tenir un politologue juriste dans un pays qui condamne l'homosexualité. Et un politologue juriste, professeur d'université et vice-recteur d'une université. L'influence, c'est quoi? C'est ceux où on peut dire oui, bon, il faut laisser, on peut faire avec, il faut qu'on s'habitue. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est ça. On va dire qu'il n'y a pas... Ah, c'est le professeur tel lui-même qui estime que on dérange. On sédimente, ça s'impose. On vous amène à accepter, à tolérer, jusqu'à ce que le corpus juridique, les lois qui régissent ces choses-là, soient transformées. Et c'est là, justement, qu'émerge la responsabilité du chrétien, qui a une obligation de vérité, et l'obligation de dire la vérité à qui le roi, bref, à tout le monde. C'est de ça qu'il est question. Donc le chrétien doit être, normalement, l'influencing et le coaching doit être c'est la responsabilité du chrétien. Donc, lorsqu'une société est en dérive, il faut des arbitres sociaux. Il faut des modèles. Et pour arbitrer socialement, il faut montrer pas de blanc, il faut justifier par son éthique, par sa morale, par ses actes, par ses faits dans la société, par ses états de service. Et voyez le travail abattu par les chrétiens et au sein de la communauté chrétienne internationale particulièrement. Ce travail abattu doit être appelé à se positionner à un niveau où il doit être vendu à nos sociétés en détresse. Donc dire de manière rigoureuse en anticipant. Je vous ai entendu parler d'un talk show tout à l'heure. Justement, c'est des espaces qui sont aujourd'hui complètement accaparés par des voyous. Des voyous, désolé, mais c'est le terme approprié. Ça veut dire quoi? Suivez de la France à la plupart de nos pays. On va fabriquer une sorte d'être quasiment cybernétique, synthétique aussi, j'allais dire syncrétique. L'être là, c'est quoi? C'est que c'est un bonhomme qui a décidé d'engager son processus de transformation. C'est un homme qui veut devenir une femme. On lui ouvre les espaces de télé. Les gens suivent, il participe à un talk show. Son rôle, c'est de venir rire aux éclats comme une demoiselle. Alors qu'il a encore un homme blanc. Il vous habitue. Vous devez l'accepter. On vous amène à l'accepter. Donc il a son rôle dans la société. Sa place, c'est ça. C'est le nouveau genre. Aujourd'hui, on pousse la communauté LGBT, donc je ne voudrais même pas décliner, bref, c'est ces gens qui sont qui ont une approche terrible, ils sont déterminés à effacer le genre. Donc aujourd'hui, on propose qu'on dise IELTS. IELTS, effectivement, un nouveau pronom. J'étais en Afrique du Sud en 2015 dans un programme à l'université de Pretoria. Il y avait un des
collègues participants à ce programme venaient, comment on appelle ce pays-là? Bon, je vais me retrouver le pays de Yoweri Museveni, un Ougandais. Le pays de Yoweri Museveni, c'est un Ougandais justement qui défendait cette affaire-là. Et vous savez, le président ougandais, il est vraiment à cheval contre ces pratiques-là, et là-bas on punit systématiquement. Et parce qu'on punit, c'est des gens qui ont des faveurs dans d'autres pays, on leur donne beaucoup de moyens pour venir développer des laboratoires de ces différentes pratiques. Et il faut préciser, l'influencing a toujours existé. Dans les réseaux classiques, dans les médias classiques. Il faut le comprendre. Et les influenceurs étaient des modèles. En anglais, on dit role model. C'est plus expressif. Role model, c'est-à-dire tu joues un rôle de modèle dans la société. Le role model, c'est-à-dire tu as un rôle de modèle dans la société. Et on te suit. C'était comme ça. C'est-à-dire, voici comment papa s'habille, tu fermes le bouton d'en bas, une veste de 2 boutons, il dit non, c'est le bouton d'en haut qu'on ferme. Vous voyez, c'est des choses simples. Vous l'apprenez, vous l'intégrez. Il vous dit comment on s'assoit, comment est-ce qu'on mange. On ne balance pas la cuillère dans la bouche et puis on cogne toutes les dents au passage et puis c'était des choses simples. Pour nous qui avons eu la chance d'être au village. Voilà. On vous dit exactement comment il faut faire. Comment est-ce qu'on s'assoit? Une femme ne s'assoit pas comme ça. Voilà l'influencing. À la cuisine, les mamans disaient une femme ne s'assoit pas, une femme ne mange pas debout, on ne fait pas ceci et tout ça. On vient donc dans les nouveaux médias, avec les nouvelles convictions, remettre en cause systématiquement le fonctionnement classique de la société. Et on propose un nouveau modèle d'influencing. Je sors de l'aéroport là, il y a une dame, elle déchire volontairement son pantalon sur la fesse. Nous, on savait que c'était les cueilleurs de vin de palme dans le village qui avaient des habits particuliers pour le chant. Et l'habit est déchiré comme ça, les fesses sont exposées, bon, c'est la tenue du chant. Et lorsqu'il sort même de là-bas, parce qu'il économisait son pantalon, et puis il va changer. Mais aujourd'hui, les habits les plus déchirés, c'est à quel niveau? C'est dans les milieux les plus élevés. On va dire destroy, on coupe la tenue, l'habit au niveau des fesses, au niveau du ventre, on marche nu et puis tout ça là. Bon, on dit telle même qui est milliardaire, si elle peut... Qui suis-je pour ne pas la suivre? Vous voyez pas? Donc c'est ça, il faut qu'on le retienne bien. L'influencing a toujours existé. Mais les circuits étaient classiques, cohérents, contraignants. Et les gens sont sortis de la contrainte morale, de la contrainte spirituelle, pour imposer de nouveaux modèles d'influencing, dont la visée est la destruction des sociétés, la destruction de l'humanité. Vous allez en France, on apprend aux petits garçons comment pisser à coupi. Vous voyez un peu? Parce qu'on va vous dire quoi? Lorsqu'on est, on ne connaît pas son genre, on ne parle plus de sexe, on parle de genre. On vous apprend, voilà. Ben, si c'est le président lui-même qui vous dit que c'est pas un problème, on peut avoir une famille avec père 2, ou mère 2, je sais pas ce que ça veut dire. Que non, c'est pas un problème, c'est aussi émergement. C'est le président lui-même qui a dit. Vous voyez où est-ce qu'on en est? C'est ça, justement, l'influencing de contradiction et de destruction. Donc, l'influencing dont nous parlons et qu'il faut combattre, c'est l'influencing de destruction. D'accord. Et d'aliénation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre le fou qui mange à la poubelle et puis l'être humain supposé être normal, parce que ce sont les mêmes habits de part et d'autre, ils sont déchirés de la même manière, c'est le même discours décousu, c'est des revendications de contradiction et d'aliénation les mêmes. D'accord. Donc c'est bien noté, professeur. L'influencing, pour récapituler, a toujours existé. Au départ, c'était des modèles, des personnes qui ont un parcours convaincant, imposant, qui étaient érigés en influenceurs, et les imiter tenaient compte de non seulement le parcours, mais des résultats concrets. Voilà, des résultats concrets dont ils ont fait preuve. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui
ne sont vraiment pas des modèles moraux qui sont érigés en influenceurs avec pour objectif de détruire la société. En des termes simples, l'éducation classique, dans son modèle fondamental, a été remise en cause et est rejetée. Aujourd'hui, vous allez à Harvard, vous revenez, je ne sais pas trop, dans les meilleures universités du monde. Il faut trouver un emploi ou bien vous en créez et vous travaillez dur pour gagner de l'argent. Et une jeune fille s'enferme dans sa chambre, elle se filme nue, elle vend sa nudité sur Instagram. Ce qu'elle récolte peut vous employer. Donc aujourd'hui, il faut que les parents soient très forts pour amener les enfants à comprendre que la vie ne se résume pas aux gains financiers. Nous en avons besoin pour fonctionner. Mais si on en vient à traduire toute la vie en valeur monétaire, c'est qu'on a vendu son âme. En réalité, donc, ce qu'on gagne là, c'est la valeur de son âme qu'on a décidé de vendre. Parce qu'en fait, personne ne connaît le prix de l'âme. Et la personne qui va vous donner de l'argent pour acheter votre âme vous trompe. Même si vous en recevez beaucoup. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, amener les jeunes à pouvoir comprendre. Et réinsister sur la nécessité de rentrer dans le modèle classique. Parce que tout cela va finir. Et il faut se le dire, tout cela va finir. Lorsqu'on bâtit une fortune sans fondement et sans fondation, elle va s'écrouler. On peut avoir beaucoup de chaussures aujourd'hui, et puis mais le jeune qui s'est inscrit dans la bonne voie est dans la voie de la durabilité. Et donc lui va durer dans son affaire, et sur tous les plans, il gagnera plus. C'est-à-dire, il gagne le royaume des cieux, il gagne la stabilité, l'équilibre sur la terre, et l'épanouissement sans mauvaise conscience. Mais le jeune qui choisit la voie de l'influencing, de contradiction et d'aliénation, doit seulement savoir qu'en fait, on lui a reversé peut-être une petite somme pour son âme qu'on achète. Or, l'âme aux yeux de Dieu qu'il a créée n'est pas achetable. Professeur, c'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de préciser. Et ça nous rappelle même un passage des Saintes Écritures, précisément dans Jérémie, le chapitre 9, au verset 3, où il est écrit « On la langue tendue comme un arc et lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Et il y a donc de quoi à inviter les chrétiens en particulier, mais tout le monde, à ne pas suivre de tels modèles, parce que comme vous l'avez dit, ce sont des influenceurs qui visent la destruction et l'aliénation. Bien au contraire, les chrétiens doivent s'imposer en riposte pour clarifier les choses, pour donner la lumière du Seigneur et l'éducation véritable, non seulement à partir du modèle classique que vous avez développé, mais également à partir des Saintes Écritures et des voies du Seigneur. En fait, quand je parle du modèle classique, c'est les Saintes Écritures. C'est la parole de Dieu qui a organisé les sociétés. Vous vous rappelez, quand les Anglais sont allés fabriquer les États-Unis, c'est qu'ils voulaient vivre leur foi. Ils voulaient un espace. Ce qu'on a appelé dans l'histoire des États-Unis les Quakers, les Trembleurs. C'était les pentecôtistes, les born again, donc les gens qui priaient en tremblant, et puis bon, c'était ça qu'on appelle les Quakers. Donc pour dire, l'organisation de toutes les sociétés normales a un fondement, c'est un fondement spirituel. Tous les systèmes juridiques du monde entier sont partis de la Bible. C'est un ensemble de lois morales. Maintenant, l'État se donne les moyens de contraintes politiques pour imposer ces éléments-là. C'est là qu'il est question. Donc, vous faites bien d'insister sur la question. Les jeunes devraient le comprendre. Quel que soit le niveau de tentation en termes de bling-bling et de tout ce que ces faux influenceurs proposent, il n'y a rien de consistant dans l'affaire. Nous avons la chance de fréquenter certains milieux.
l'éducation classique, qui est fondée sur la parole de Dieu, manifestée maintenant dans la société en termes de loi morale, j'en ai parlé ici, garde tous ses avantages. À l'allure où vont les choses, j'insiste, le monde aura besoin davantage de ceux qui portent la lumière de la parole de Dieu pour les aider à s'étirer d'affaires. Même dans les systèmes les plus rigides qui ont accepté les plus grands désordres dans le monde entier actuellement, dont les jeunes. Et il faut insister sur la question ne devrait en aucun cas suivre les faux influenceurs. Parce que leur rôle, c'est de réduire au silence ceux qui ont opté pour la préservation des valeurs spirituelles cardinales qui structurent les sociétés, qui en garantissent le bon fonctionnement. Donc c'est extrêmement important de revenir sur la question et d'insister sur la question. D'accord, ça nous rappelle également un autre passage biblique, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est noté dans Romains le chapitre 8, le verset 20, un passage qui est en même temps un appel à tous les enfants de Dieu qui, dans ce continent virtuel qui est les réseaux sociaux, doivent émerger avec la lumière, la parole du Seigneur pour dissiper les ténèbres et toute la confusion qui est diffusée par ces mauvais influenceurs, de sorte à ce que la société soit purifiée et gagnée à Christ. Telle est notre mission et je pense qu'avec toutes ces précisions que le professeur vient de faire, il y a de quoi à prendre garde. Tout ce qui brille n'est pas or, la lumière du Seigneur est la véritable. C'est à elle que nous devons nous en tenir et c'est elle que nous devons propager tant dans le monde ambiant, physique, mais également dans ce monde virtuel qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la dynamique sociale. Merci beaucoup, professeur. Nous avons été édifiés par toutes ces lumières que vous nous avez apportées sur les réseaux sociaux et sur l'influencing et le coaching. Avant de conclure, quel est donc un résumé que vous pouvez faire de ces deux points qui ont une certaine corrélation que nous avons développée aujourd'hui? De manière succincte, je rappellerai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une réalité avec laquelle les chrétiens doivent pouvoir compter. Seulement, il y a obligation de se poser la question de leur utilisation. On n'est plus au niveau d'utilité, l'utilité est établie, mais l'utilisation maintenant. Donc, éviter la dépendance à ces réseaux sociaux, exploiter les bons contenus proposés et offerts par les bons coachs et les bons influenceurs, dont la traçabilité de la vie sociale est claire, dont le pedigree moral et spirituel est suffisamment clair. Le jeune chrétien peut utiliser de façon productive les réseaux sociaux pour créer des entreprises et influencer à son niveau, de manière sérieuse, les jeunes du monde entier. Leur faciliter l'accès à la vérité. Il faut aussi dire que l'organisation chrétienne a beaucoup de contenus qui peuvent être exploités de manière efficace, de sorte que le travail impressionnant abattu par les leaders soit capitalisé dans ces espaces-là et qu'ils soient positionnés davantage comme de vrais coachs et de vrais influenceurs dont le monde a besoin. La révélation des fils de la lumière attendue dont on parlait tout à l'heure. Surtout que, il faut le dire, les mauvais influenceurs
Et les mauvais coachs sont des gens qui ont reçu de Dieu une puissance et l'égarement. Parce que Dieu égare aussi ceux qui choisissent volontairement eux-mêmes l'égarement. Une puissance d'égarement qui fait qu'ils s'enflamment les uns contre les autres, croyant pouvoir proposer de nouveaux modèles de vie. Donc, en résumé, il ne faut pas fuir les réseaux sociaux, mais il faut les exploiter pour proposer un discours qui non seulement remet en cause la narration dominante actuelle, mais aussi aide à délivrer, à sauver les nombreuses âmes qui attendent des solutions concrètes dans un monde embrouillé. D'accord. Donc, l'optique du professeur Messina, ce n'est pas d'inviter les croyants à fuir les réseaux sociaux, mais plutôt utiliser ces moyens-là en faveur de l'accomplissement de la saine et la grande commission qui est d'aller par tout le monde, les réseaux sociaux, donc y compris annoncer la bonne nouvelle et même faire des disciples en étant des modèles à imiter à la gloire du Seigneur et à la satisfaction totale de son cœur. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, professeur. Autant qu'il y aura des faits et des mythes sociaux à décrypter, rendez-vous est pris certainement pour la prochaine fois. Et encore une fois, nous avons été très très heureux de vous avoir, professeur. Je vous en remercie. Je serai toujours disponible pour la bonne cause. Donc, chers téléspectateurs, c'était l'entretien de la RTVC. Nous rappelons que nous avons développé les points, la jeunesse face aux réseaux sociaux, on dira la jeunesse face à l'hégémonie des réseaux sociaux. Et enfin, nous avons parlé des influencing et du coaching. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de l'entretien de la RTVC. Portez-vous bien, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous et à très bientôt. Surtout, restez connectés sur les antennes de la chaîne de la Bible, la radio-télévision Voix de la Croix.